Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va attendre simplement quelques minutes, le temps de laisser le temps aux différents participants de pouvoir se connecter. Et puis on va démarrer incessamment sous peu. Ah, bonjour au Luxembourg, bonjour Angers, bonjour Toulouse, bonjour de Normandie, de Marseille. Ah, je vois qu'on vient d'un petit peu partout. Alors, on va attendre encore peut-être une minute et puis on va démarrer. Bonjour d'Alsace, bonjour de Lille. Limoges et... Oui. Est-ce qu'on a les Outre-mer aussi ou pas? Ah, peut-être. Bonjour de Levallois, on n'est pas très loin. Bonjour de Puteaux. Super, bon, moi je pense qu'on va pouvoir commencer et puis les autres participants nous rejoindront en cours de route. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les managers, à tous les professionnels des ressources humaines, à tous les salariés. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet passionnant et plus que d'actualité, étant donné qu'on va aborder ensemble la quête de sens au travail et on va répondre ensemble à la question de comment répondre aux attentes de tous les salariés de la génération X à la génération Z. Alors, vous avez un sondage qui apparaît sur votre écran. N'hésitez pas à répondre au sondage. Et surtout, l'idée de ce webinaire, c'est que vous puissiez en récolter un maximum de valeur et un maximum de clés actionnables et applicables sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on répondra aux questions à la fin du webinaire et on vous enverra également une FAQ avec l'ensemble des questions que vous nous aurez posées lors du webinaire pour que vous puissiez avoir toutes les réponses détaillées. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, pour co-animer ce webinaire, donc j'ai la chance d'être accompagné par deux expertes. Donc, Sabrina, qui est psychologue du travail et formatrice, qui est formée au management de la santé au travail et au RPS et qui a développé plusieurs outils managériaux. Et Diane, qui est également psychologue du travail et sociologue de la santé, qui intervient sur les RPS, la QVT et les thérapies EMDR. Mais je vais les laisser dire un mot pour se présenter. Donc, Diane, si vous voulez commencer. Oui, merci Joshua. Donc moi, je suis Diane Marie. Je suis psychologue du travail et je m'intéresse beaucoup à la santé au travail et à la prévention des risques psychosociaux parce qu'il y a quelques années de cela, j'ai fait un burn-out et je me suis reconvertie professionnellement il y a 7-8 ans de cela. Donc, c'est vraiment une thématique qui me passionne. Et ce matin, je suis très contente d'être avec vous et en même temps un peu stressée. Donc, ne vous étonnez pas si quelquefois je disparais de la caméra parce que j'ai un petit souci de connexion, mais je pense que ça ira très bien. Super, merci beaucoup Diane. Sabrina ? Oui, bonjour à tous. Je suis ravie aussi, je suis vraiment ravie d'être ici. Et pour ma part, en fait, je vais surtout essayer de vous proposer des outils concrets et puis de vous donner des exemples parce que j'accompagne des managers et des collaborateurs dans leur situation de travail. Et je vais utiliser cette expérience pour peut-être vous donner des exemples et que ce soit plus concret pour vous. Super, merci beaucoup Sabrina. Alors, deux petits mots pour me présenter. Donc, Joshua, moi, je suis en charge du développement commercial chez Positive You. Ma mission est assez simple, c'est de comprendre les enjeux des entreprises sur les volets QVT, santé mentale, RPS ou développement de compétences, de comprendre les différents enjeux, de les identifier et surtout de pouvoir y apporter des solutions, notamment via Positive You où on va intervenir aussi bien sur du soutien psychologique qu'on met à disposition des collaborateurs par visioconférence que des ateliers, des conférences, des formations ou encore des audits de QVT ou du coaching de managers. Alors, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet, donc la quête de sens au travail. Et pour introduire le propos, je vous propose de partager deux chiffres qui sont assez significatifs.
Alors, si on s'interroge, est-ce que l'on préfère avoir plus de temps libre? Est-ce que les salariés préfèrent avoir plus de temps libre ou avoir une meilleure rémunération? Eh bien, on observe qu'il y a eu une réelle évolution. Alors qu'en 2008, on avait 60% des actifs qui préféraient travailler plus pour gagner plus. En 2022, on a l'inverse. On a 60% des actifs qui préfèrent finalement travailler moins, quitte à gagner moins. Et donc ça fait écho à une certaine évolution du sens au travail, mais également à la gestion de notre temps. Donc on observe qu'il y a un véritable repositionnement donc de la question du travail et surtout de la place que le travail va occuper dans nos vies. Donc quel est le temps qu'on va pouvoir allouer au travail, quel est le temps qu'on va plutôt allouer à notre temps libre et aux différentes activités, et surtout quelle est la place au final du travail dans notre vie. La place du travail est peut-être un petit peu moins centrale. C'est ce qui a permis de reprendre, de laisser de la place à d'autres activités. Et le deuxième chiffre qui est intéressant d'évoquer, c'est qu'il y a 4 salariés sur 10 qui disent envisager de quitter leur emploi au cours des 2 prochaines années pour un emploi qui aurait plus de sens. Et donc là, ça met l'accent tout de suite sur l'importance que le sens au travail a pris pour les collaborateurs. Et même s'il y a une proportion un peu plus importante dans le sondage, lorsqu'on analyse ce chiffre, il y a une proportion plus importante de jeunes, de managers et de femmes sur ce volet, donc qui nous permettent d'avoir ce chiffre. Et il y a 3 dimensions qui contribuent à donner du sens au travail d'après les sondés. Le premier volet, ça va être le sentiment d'utilité d'un métier. Le deuxième, ça va être la concordance entre les valeurs personnelles et les valeurs professionnelles. Et enfin, la capacité du travail à contribuer au développement de chacun. Et dans un monde professionnel en constante évolution, on est confronté à une dynamique qui est assez unique. C'est la cohabitation en entreprise donc des 3 générations, de la génération X, donc qui comprend les actifs nés entre 65 et 79. La génération Y, les actifs nés entre 80 et 94. Et enfin, la génération Z, qui va se concentrer sur les actifs nés entre 95 et 2009. Et donc, ces différentes générations se côtoient, travaillent ensemble, et chacun apporte son expérience, son bagage, ses connaissances et ses perspectives. Et c'est intéressant de voir que ça se retranscrit assez bien dans les chiffres. Si on prend par exemple l'exemple de la génération Z et de la génération X, là où la génération Z aura plutôt tendance, si on l'interroge sur son activité professionnelle, là où la génération Z aura plutôt tendance à dire « je fais ». Par exemple, en ce moment, je suis sur le développement d'une application ou autre. La génération X, pour qui le travail est un marqueur identitaire social fort, aura plutôt tendance à se définir par sa profession. Et du « je fais », on passe tout de suite au « je suis ». Je suis responsable opérationnel dans la logistique. Et donc, tout le challenge des managers aujourd'hui, ça va être de pouvoir manager l'ensemble de ces générations. Donc, cette diversité générationnelle et ce, de manière efficace et productive. Donc, il s'agit de capitaliser sur les forces et sur les différences de chaque génération pour pouvoir créer un environnement de travail qui soit harmonieux et performant. Et donc là, on va s'interroger sur comment manager dans la même équipe une personne de la génération Z qui a un projet clair, qui se dit « Ok, je vais travailler dans X entreprise pendant 3 ans, je vais me donner à fond et moi, après, j'irai voyager pendant 1 an pour découvrir l'Asie ou découvrir l'Afrique, par exemple. » Et donc là, on voit bien que le travail est un moyen donc au service de la vie du collaborateur. Et dans la même équipe, on peut être amené à manager une personne de la génération X qui va être plutôt dans une dynamique long terme, donc de rester dans l'entreprise pendant 20, 30 ans, de faire une carrière, d'envisager sa carrière effectivement dans cette entreprise et qui va avoir un petit peu plus de mal à comprendre l'approche très timée au final de la génération Z sur une mission. Et donc, le management intergénérationnel, c'est cet enjeu donc d'identifier et de comprendre le rapport qu'entretient chaque génération avec son travail pour pouvoir les accompagner et les manager au mieux sur ces volets. Et je vais laisser la parole à Diane pour nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on entend par le sens au travail. Oui. La question de sens, elle est très importante et là, on l'a vu depuis la crise de la Covid, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties professionnellement parce qu'ils ne trouvent pas de sens à leur travail et dans leur travail. Et j'insiste là-dessus sur le fait qu'il y a le sens au travail et le sens
du travail. Le sens au travail, de manière générale, c'est comment moi, je trouve du sens dans l'environnement dans lequel je suis. Donc, ça peut être aussi au niveau de l'organisation, au niveau des relations interpersonnelles, au niveau de la finalité, de l'objectif de l'entreprise. Donc, ça, c'est le sens au travail. Et il y a le sens du travail qui est différent parce que c'est le sens des tâches que je fais. Parce que quand on travaille, on produit quelque chose. On fait des tâches, chacun a ses tâches, chacun a ses activités. Et ça, c'est vraiment important de faire le distinguo entre est-ce que moi, je trouve du sens au travail et est-ce que je trouve du sens dans le travail que je fais. Parce que vous pouvez tout à fait trouver du sens dans le travail que vous faites. Les tâches, elles ont de l'utilité sociale, elles ont de l'utilité économique et en même temps, vous ne trouvez pas du sens au travail parce que au niveau de l'organisation, ça ne correspond à ce que vous souhaitez, en tout cas dans lequel vous aspirez. Et donc, la question de sens est très importante parce que c'est ce qui nous motive. C'est vraiment pour moi, en tout cas en tant que psychologue du travail, et quand je reçois les patients, je sens que la question de sens est vraiment cruciale. Est-ce que je suis utile et est-ce que j'apporte ma contribution au niveau sociétal, au niveau environnemental? Donc, c'est vraiment un moteur. Je dirais, quand on va au travail, il y a autre chose, bien sûr, mais la question est très importante. Donc, c'est un besoin existentiel parce que, comme le disait Joshua, c'est qu'il y a plusieurs générations et c'est très différent d'une génération à une autre. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais, vous avez sans doute entendu parler bullshit job et pendant la crise Covid, on a vu qu'il y a une mise en lumière, en tout cas des métiers entre guillemets, je mets vraiment les gros guillemets utiles socialement. Donc, c'est les soignants qui soignent les malades à l'hôpital. Il y avait aussi les caissiers, les agents dans les grandes surfaces, etc. Et donc, ça a mis en lumière un peu, je ne vais pas dire qu'il y avait une hiérarchisation des métiers parce que tout métier est sans doute utile et nécessaire. Mais là, ça a mis en exergue, c'est un métier utile à la société parce que ça nous permet de continuer à vivre parce que il fallait faire les courses, etc. Et pourquoi aujourd'hui on parle de sens? Parce que c'est vraiment un enjeu de santé mentale. Moi, en tant que clinicienne du travail, il m'arrive de recevoir des personnes. Ils sont pas en burn-out. Donc le burn-out, vous savez ce que c'est la surcharge de travail, c'est des conflits éthiques, c'est des conflits de valeurs. Et il y a des personnes qui souffrent de burn-out parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font. On va au travail pour se réaliser, pour être fier le soir quand on rentre en se disant « mais moi aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Et là, pour illustrer un peu mes propos, je vais prendre par exemple l'exemple de certains infirmiers à l'hôpital. Ils ont choisi le métier de soigner. Et avec l'administration qui est de plus en plus, on va dire, très administratif, il y a certains infirmiers qui finalement ne font quasiment plus de soins. On va dire 30% de leur temps, c'est dédié aux soins et 70% à l'administratif parce qu'il y a des tableaux de bord à faire pour le ministère de la Santé. Il y a aussi des tableaux Excel, combien de temps vous avez mis parce qu'il faut tout coter les actes. Et ça, ces infirmiers-là, ou aussi des éducateurs spécialisés, ils sont en souffrance parce qu'ils se disent mais moi je ne trouve pas de sens dans ce que je fais. Moi j'ai choisi ce métier-là pour accompagner, pour être auprès des usagers, auprès des patients et aujourd'hui je suis tout le temps derrière l'ordinateur et donc c'est vraiment une problématique et ça peut conduire à du mal-être au travail, de la souffrance et voire de la maladie parce que voilà vous n'êtes pas bien au travail. Donc ça c'est vraiment la question de sens et corrélé, j'ai envie de dire, si vous trouvez du sens à ce que vous faites et bien sûr vous allez vous sentir bien, vous allez être plus performant, vous allez être plus présent. Et donc, la question de sens est importante pour le salarié et aussi c'est un enjeu pour l'entreprise parce que un salarié qui ne se sent pas bien, qui ne trouve pas de sens dans ce qu'il fait, il va être peut-être plus être absent, être moins motivé, etc., etc. Et comme vous le savez, au travail, on déploie le savoir-être, le savoir-faire et le savoir. Si vous ne trouvez pas de sens dans ce que vous faites,
la problématique, c'est au niveau du savoir-être, parce que à un certain moment, vous ne pouvez pas toujours faire semblant d'aimer, parce que intérieurement, c'est très, je dis toujours, au fond de nos tripes, on sait quand on aime. Quand on fait un gâteau au chocolat, si on le fait par obligation, on le fait, mais si on le fait parce qu'on aime ça, il y a quelque chose qui, enfin, c'est un peu, il y a des sensations corporelles qui ne nous trahissent pas. Et donc, le problème, c'est que si vous ne trouvez pas de sens dans ce que vous faites, le savoir-faire, vous l'avez. Vous avez l'expertise technique. Je crois que ça ne va pas affecter cette partie-là. Le savoir, les connaissances, vous les avez acquis à l'université, sur le tas, à l'école, etc. Par contre, au niveau du savoir-être, parce que vous allez être moins motivé. Et quand on est moins motivé, on se sent moins bien psychologiquement. Et ça peut affecter, vous serez peut-être d'humeur un peu plus instable, vous allez être moins avenant avec les usagers, avec les clients, avec vos collègues. Et donc là-dessus, c'est vraiment un point en tout cas qui peut être atteint, c'est votre savoir-être. On ne se sent pas bien. Quand on ne se sent pas bien, on ne peut pas tout le temps faire semblant d'aller bien. Donc, à un certain moment, ça va sans doute impacter votre humeur au travail. Super, merci Diane. Et d'un point de vue clinique, quel impact peut-on... Oui, Diane, j'allais vous demander d'un point de vue clinique, quel impact peut-on observer entre le management intergénérationnel et Sabrina, le sens au travail? est-ce que toi, tu m'entends? Oui, on t'entend. Oui. Donc toujours, donc j'ai un peu introduit tout à l'heure en disant le management intergénérationnel et sens au travail, c'est vraiment, il faut le voir, on va dire, c'est un enjeu très clinique parce que, comme l'a dit Joshua, c'est les différentes générations n'ont pas les mêmes aspirations. Et comment, moi je me dis, mais quand on est manager, quand on manage ces différentes générations-là, c'est pas du tout évident, et en même temps, il y a aussi un enjeu de santé mentale. Et donc, c'est comme je l'ai dit, c'est santé mentale plus la santé mentale est affectée quand on ne trouve pas de sens au travail et que du coup l'engagement de collaborateurs. Et en même temps, comment on fait, enfin ça je pense que c'est un point qui sera abordé par Sabrina tout à l'heure, mais comment on fait cohabiter ces différentes générations dans le sens au travail est différent et il n'y a pas de bon ou de mauvais sens. On a tous chacun nos aspirations, nos motivations et donc c'est vraiment là-dessus où moi je pense que le manager a un rôle à jouer parce que un collaborateur qui trouve du sens dans ce qu'il fait et dans l'environnement dans lequel il est, il sera plus performant et donc le manager, comment il peut faire en sorte que tout le monde converge à peu près, excusez-moi, les aléas du direct. Comment les collaborateurs ils convergent dans en tout cas dans le même sens pour qu'il y ait de la bonne qualité de vie au travail et pour prévenir les risques psychosociaux parce que le manque de sens, le manque d'utilité au travail, c'est vraiment un des facteurs de risques psychosociaux. Merci beaucoup Diane. Un rappel rapide aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions. On réaliserait une FAQ à l'issue du webinaire pour pouvoir y répondre. Est-ce que toi, n'hésitez pas. Sabrina, tu peux peut-être ajouter quelque chose en attendant Joshua pour faire un peu la transition avec ton intervention? Oui, je pense que tu n'entends pas Joshua. Donc, la transition est toute trouvée justement. Le relais, effectivement, très intéressant, Diane, cette histoire de sens au travail, de savoir-être, etc. Puis savoir aimer aussi, je crois. Repérer ce qu'on aime et repérer ce qu'on désaime aussi, c'est très important. Pour ma part, je vais orienter effectivement cette question de répondre aux attentes de tous les salariés de la génération X à la génération Z en vous proposant en fait à vous, managers et RH, 3 défis. Ça va peut-être vous outiller, vous aider. La clé sera de mettre au point une véritable coopération, en réalité, une co-construction entre les RH et les managers, d'une part, et puis d'autre part aussi de co-construire une partie de la vision du travail et de l'organisation du travail entre RH, managers et collaborateurs.
Et ce, sur 2 dimensions, la dimension collective, afin de créer de l'adhésion, du vivre ensemble et du travailler ensemble, et puis sur la dimension aussi individuelle, avec des entretiens plus personnels et personnalisés pour renforcer la reconnaissance du talent de chaque professionnel et d'identifier, de cerner ses besoins. Donc le premier défi, c'est de trouver comment permettre aux collaborateurs d'apprendre les uns des autres et cohabiter ensemble, car faire cohabiter les générations, ça va vraiment être capital, c'est vraiment un enjeu actuel et sur les 10, même 20 années à venir. C'est la clé d'une acceptation mutuelle dans une entreprise et ce sera l'assurance d'une performance globale qui va être humaine et économique. La génération X, elle est plus sensible à la hiérarchie. Eux, ils ont comme attente une progression plutôt linéaire. Leur Graal, en général, c'est plutôt la mobilité interne. Ils sont en quête d'un sentiment de stabilité. Et ils accordent beaucoup d'importance à la transmission, à la mémoire dans l'histoire d'un service. Alors, leur vulnérabilité, parce qu'il faut aussi la cerner pour pouvoir l'accompagner, c'est qu'ils ont en général une faible capacité de communication. Non pas qu'ils sont mutiques ou taciturnes, c'est-à-dire que ils ont du mal à exprimer tout ce qui fait conflit et crise. Pour eux, ça, c'est une difficulté. Ils n'aiment pas vraiment le changement et ils sont du coup généralement au cœur de conflits passifs, non verbaux. Et donc ça peut être facteur de tension collective. Ils ont du mal à trouver d'ailleurs leur équilibre avec la génération Y, les Y en anglais, double sens, car c'est une génération qui questionne sans difficulté, qui remet en question les places, les fonctionnements, les compétences même, et même ils remettent en question tout ça avant même de se mettre eux-mêmes au travail. Donc la génération X, elle peut vraiment être en difficulté avec cette génération Y, je vous laisse lire un petit peu, surtout si cette génération Y, elle occupe des postes de direction. Comme c'est de plus en plus le cas, on a aujourd'hui des directeurs qui n'ont pas 30 ans. Et ça bouleverse les codes, surtout pour les X. Et les Y sont pas au courant que ça bouleverse les codes des X. J'accompagne par exemple actuellement un directeur qui n'a pas 30 ans, il est très performant à son poste, aucune difficulté. Par contre, il vit une relation avec son équipe de cadres difficile, avec une personne, une directrice adjointe qui, vous l'aurez deviné évidemment, c'est une génération X, avec une progression linéaire, qui a connu tous les postes dans l'entreprise, qui a connu les anciens directeurs aussi, elle a toute cette mémoire. Elle l'appelle monsieur le directeur, elle se refuse de l'appeler par son prénom ou par son nom de famille, alors que lui, là-dessus, il appelle tout le monde par soit le nom de famille ou soit le prénom, ça ne pose aucun problème. Le tutoiement pour lui n'est pas un souci. Et elle est dans le bien faire, elle s'attache à avoir un plan d'action à suivre, alors que lui, en fait, il attend de connaître jusqu'à ses émotions par rapport au projet et savoir comment elle ressent les orientations qu'ils peuvent définir. Donc lui est en mode brainstorming, bien-être, ressenti, alors qu'elle est sur une feuille de route, un problème, une solution, quelque chose de linéaire. Donc imaginez le contexte avec l'arrivée de la génération Z. Eux, ils sont complètement en lecture arborescente, c'est vraiment un cerveau en 3D, c'est-à-dire que concernant le management, par exemple, chacun peut être manager à un moment donné d'une mission. Il n'y a plus du tout de schéma prédéfini où le manager va mener une réunion en bout de table pour expliquer comment ça va fonctionner et qui fait quoi, où tout le monde est là. Ça, c'est vraiment périmé pour une génération Z. Il risque de quitter la table. Et si vous faites des confs en visio, lui, il risque de partir parce que c'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup trop lent. C'est vraiment le mot qui va résumer leur style cognitif vis-à-vis du management. Le management, finalement, il va être en fonction des situations et pour eux, ça ne les choque pas du tout qu'un tel va être manager et puis à un autre moment, un autre. Ils sont friands de ce type de liberté et de marque de confiance. Ils sont d'ailleurs tellement ouverts à des choses beaucoup plus larges qu'ils ne se limitent pas, eux, à une vision d'entreprise. Ils ne sont pas dans la mobilité interne, même pas dans la mobilité externe. Eux, ils peuvent passer d'une entreprise capitaliste, libérale, à une expérience associative humanitaire sans aucun problème. Ils peuvent partir effectivement en Asie 6 mois après. Ils sont très socio-sensibles et ils veulent découvrir leur monde. Leur difficulté, ça va être d'arrêter leur cerveau sur un seul objectif. Ils switchent très vite. Leur temps d'attention est très, très, très rapide, mais ils sont très performants sur ce temps d'attention en général. Donc, vous apprendrez, manager et RH, à organiser des départs de personnel, de personnes beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui, par exemple. Et ils sont aussi très, très portés sur la santé
la santé mentale. Donc le tableau qui est là, je vous laisserai le redécouvrir à tête reposée, mais vous pourrez voir que selon aussi, vous pourrez bien sûr comprendre que selon la taille de l'entreprise, certains profils sont plus adaptés que d'autres. Hein. Les X sont plus performants globalement dans les grandes entreprises avec un fonctionnement plus conservateur et traditionnel. Les Z, eux, hyper adaptés aux startups. Mais heureusement, tout le monde est aussi capable d'évolution pour trouver une adaptation. Et vous pouvez bien sûr trouver des X hyper performants dans des startups où ils pourront apporter une approche structurée et structurante qui peut manquer. Et des Z sont hyper performants aussi dans des grandes entreprises où ils vont apporter un rafraîchissement et une modernisation. Mais ça va être la clé qui va être offerte et charge aux managers et aux RH et au top management de se saisir de ce joyau qu'il va falloir dépolir. Je pourrais, par exemple, vous parler d'un professionnel aussi, hein, un cadre qui cadre dans une grande entreprise, un X, mais qui est aussi apiculteur le soir et qui fait de l'hypnose sur un autre mi-temps. Chez les Z, je peux vous parler aussi d'une étudiante que j'accompagne en dernière année de commerce, de ses études, très performante, brillante, mais elle va pas faire de commerce. Elle s'engage dans la gendarmerie parce qu'elle veut 2 vies dans sa vie. En tout cas, au minimum, elle prévoit déjà ça. Une première en tant que gendarme, et puis quand elle en aura assez, eh bien, elle utilisera son diplôme dans un second temps. Donc, la vie professionnelle se démultiplie dans toutes les générations, mais c'est encore plus vrai chez les Y et chez les Z. Donc, bien plus qu'une difficulté, je vous propose d'aborder ça sous un axe de travail pour les managers et les RH comme étant une solution dont il faut se saisir, car c'est aussi une réponse face au risque de souffrance au travail. C'est donc une donnée à prendre en compte dans les processus managériaux et au sein des RH. Et super. Et justement, Sabrina, ça nous amène au défi numéro 2 qui va nous interroger sur justement comment pouvoir adapter le mode de management en fonction de ces différentes générations. Oui, exactement. Alors pour donner un peu d'outils, je vous propose de fixer ça sur 4 articulations hein, pour que ce soit vraiment pratico-pratique pour vous. Je vous propose 4 articulations qui sont vraiment typées X, même X vieillotte, quoi. Hein, c'est-à-dire même les X, ils en peuvent plus. Donc il est vraiment temps de faire évoluer ces 4 articulations sans tarder. Parce qu'il n'y a pas de bien-être au travail sans un bien travailler au travail. Et donc, on va commencer tout de suite par l'organisation du travail. Moi, ce que je vous suggère, c'est de laisser davantage les collaborateurs, alors sans les abandonner, hein, parce qu'il faut faire attention entre l'autonomie et puis l'abandon, c'est pas la même chose, mais de les laisser quand même être les experts de leur propre outil de travail, de leur savoir-faire, de les rendre capables de déterminer les meilleurs moyens pour atteindre vos objectifs, la possibilité de créer des groupes, du coworking, de les laisser utiliser les outils de l'entreprise qui sont un peu typés manager, comme des salles de réunion ou des écrans collectifs, etc., pour que les collaborateurs ils puissent élaborer en sous-groupe des stratégies de moyens. Le manager aura bien plus un rôle de soutien, de facilitateur, d'animateur de complémentarité, aussi de pédagogie pour expliquer un peu ces différences et puis un rôle de culture de ce que l'on va faire de ces différences. Et puis, l'autre versant, ça va être aussi un clarificateur d'objectifs et de stratégies pour restituer en fait quel sens ça a de viser tel ou tel objectif. Donc, le manager devra donc développer des compétences en communication très solides. La deuxième articulation que je vous propose, c'est le schéma de prise de décision qui souvent est vertical. Justement, là, il faut le renverser et passer d'une logique de prise d'avis pour consultation. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, après, je vais réfléchir tout seul et je vais prendre une décision. À une logique de consensus pour décision, c'est-à-dire vers quoi on décide ensemble, ok, on y va sur cette décision parce qu'on a un consensus ensemble. Il faudra évidemment, et ça peut-être même dès le recrutement, évoquer cette culture de management pour que immédiatement les collaborateurs puissent s'impliquer dans ce mouvement et sans doute aussi passer sur un plan de formation avec une formation globale sur la CNV, la communication non violente et surtout passer en mode agile. Ça, c'est très, très important. Il y a beaucoup d'applis qui permettent ça et je vous engage peut-être même à demander à vos Z ou à vos Y quelle est leur appli préférée pour vous aider à mettre ça en place. Troisième articulation, ce sont les réunions qui sont souvent le cœur de souffrance au travail parce que beaucoup parfois s'ennuient ou sont très frustrés. Ils sont dans la réunion se fait après la réunion souvent, donc c'est un point à reprendre.
Il faut oublier évidemment les réunions obligatoires pour tous, plutôt énoncer les thèmes, les objectifs et laisser la possibilité aux collaborateurs d'amender l'ordre du jour. De venir ou non d'ailleurs aussi, ça c'est aussi très intéressant parce que vous allez créer de l'envie et de la motivation et vous allez limiter la frustration et la contrainte dans ces réunions. Donc les réunions doivent être des lieux de création, d'avancement de projet, d'adhésion et de motivation et non la contrainte, la frustration et un sentiment de perte de temps, puisque c'est équivalent à de la perte de sens et du désamour au travail. Puis quatrième point, finalement, sur les évaluations annuelles, typiques, obligatoires, etc. Eh bien, ce que je vous propose, moi, c'est de pas forcément beaucoup parler du passé. Souvent, on dit 360, parler du passé. Et bon, aller-retour. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est que c'est d'oublier évidemment les bilans qui pointent les insuffisances du passé. C'est d'identifier les critères de rechoix. Ça, c'est un thème, un mot-clé que vous pouvez garder dans un coin de votre esprit qui pourra guider intuitivement vos approches avec vos collaborateurs et puis même pour vous-même, qu'est-ce qui fait un rechoix dans votre entreprise. Si le collaborateur cherchait un travail aujourd'hui, pourquoi il choisirait cette entreprise et en quoi ce poste est désirable, attractif aujourd'hui. Vous pouvez vous poser la question pour vous-même aussi, c'est très utile. Ou comment ce poste peut-il redevenir attractif? Pourquoi je ferais un rechoix? Demandez ce qui est source de satisfaction, quels sont ses besoins, ce qui lui permettrait de renouveler un engagement, et puis de considérer finalement tous ces éléments comme une feuille de route pour le manager. Donc si tu veux, Josué, on peut passer à la slide suivante qui permet de voir que pour les managers, vous avez quelques points peut-être à reprendre, enfin à marquer pour vous. Amender votre posture par une communication claire et pédagogique, empreinte des outils de la communication non violente. Ce sera vraiment la clé du manager de demain parce que vous aurez une fonction très fluide, très flex finalement dans les organisations. Et le point clé d'ailleurs, ça va être les directions qui sont pas prêtes à ça. Il va falloir qu'elles y passent et ça va être le rôle des RH de vous accompagner et de valider ça. Il faut une association RH et manager pour faire comprendre à la direction qu'on va vers ça. Eux aussi doivent être prêts au changement. Et est-ce que dans les directions, il y a plus des X et des Y? Bon, vous l'aurez compris, il va falloir travailler l'idée du changement aussi dans la direction. Donc, clarificateur d'objectifs, pourquoi, dans quel but, vis-à-vis de quoi. Les agendas cachés, les stratégies non dévoilées, c'est pas du tout des bons alliés pour le management fédérateur qui devra être beaucoup plus transparent et qui cherchera à créer une adhésion entre les générations, mais aussi autour du projet de l'entreprise. Donc, clarifier, ne pas avoir peur de cette étape où on laisse la possibilité aux collaborateurs de produire un cheminement parce que cette étape, elle nourrit bien souvent des projets et elle constitue une étape vers la réussite. Merci Sabrina. Alors, il y a certainement des erreurs récurrentes qu'on peut éviter, à bannir et au contraire des points de force à développer. Quels sont ces différents points, si tu peux nous éclairer sur ce volet? Bien sûr. Alors, expérience Covid confirmée, plus que confirmée. Enfin, tout le monde en a rigolé à un moment donné, mais bon, aujourd'hui, au moins pour la peine, tout le monde est convaincu de ça. C'est ne pas contrôler la présence des personnes. Ça, c'est vraiment, comme disait Diane, le bullshit job, c'est quand on nous contrôle, de vraiment savoir si on est là derrière l'écran avec la souris, la faire bouger. Il y a même eu des applications pour simuler que la souris bouge bien, etc. Bon, donc ça, contrôler la présence des personnes, on oublie, c'est pas du tout ce qui va retenir vos Y et vos Z, ils vont s'enfuir et ils vont aller dans l'entreprise en face. Agir à partir d'un seul objectif aussi. Alors ça, les Y et les Z, ils vont se perdre. Encore une fois, ils ont un cerveau en 3D, ils ont besoin d'un millefeuille. Ils ont besoin d'avoir une vision globale pour ensuite savoir par quel morceau ils vont avancer et qu'un objectif, en fait, peut rayonner, enfin, une action peut rayonner sur plusieurs objectifs et c'est leur façon de penser 3D. Imaginez vraiment que vos objectifs fonctionnent comme des planètes et eux, ils vont agir sur une planète et ça va avoir une répercussion sur celle d'en face. Ils ont cette vision-là et il faut leur laisser ça pour qu'ils se sentent à l'aise et rester dans les entreprises et avoir du potentiel à mettre en œuvre. Un objectif trop loin aussi, ça va être une perte de chance pour l'entreprise parce que Josua, tout à l'heure, tu disais le Z, il va rester 3 ans, non, c'est 6 mois dans sa tête. Donc voilà, c'est dans 6 mois, je fais ça 6 mois, puis après je vois ce que je vais faire, etc. Donc
les objectifs des entreprises, elles sont pas à 6 mois. Donc, il va falloir découper les objectifs en objectifs de 6 mois pour pouvoir garder un ensemble au travail sur un espace de 6 mois. Et s'il reste un an, tant mieux, vous avez bien joué votre job de manager et de RH, mais de subdiviser vos objectifs en plus petites périodes pour garder de la force et de la durabilité au travail. Organiser les réunions, les grandes réunions pour tous, ça on oublie. Et puis croire que la prévention des RPS et la santé mentale, c'est limiter la rentabilité et la compétitivité d'une entreprise, ça va faire un marquage très clair entre les entreprises qui vont garder leurs compétences et leurs talents et ceux qui vont les perdre. Donc, il va y avoir vraiment les entreprises qui vont aller vers le sens du RPS et puis même beaucoup plus large que ça, vont capter des talents que les autres vont perdre. Donc, les forces à développer, c'est s'équiper d'un outil collaboratif, se former au processus d'agilité, CNV et puis type MBTI, c'est psychopédagogique le MBTI, on apprend à se connaître soi-même et les autres, et puis s'équiper de connaissances et d'outils en prévention de santé mentale et de santé, et libérer surtout les responsabilités, les moyens des managers qui doivent pas être des gestionnaires, qui doivent être vraiment un élément flex dans une organisation à la hauteur de l'exercice du management 4.0 et surtout de rendre le management 4.0 suffisamment attractif pour trouver et garder les managers qui sont aussi volatiles. Alors justement, en parlant d'attractivité, donc c'est un volet qui est un levier fort de la marque employeur, mais aussi un moteur d'employabilité, d'engagement, de créativité et d'innovation. Donc, c'est un volet sur lequel les RH s'interrogent beaucoup. Du tout, Joshua, et je vais reprendre la parole. Donc, le sens au travail comme compétence. Pourquoi c'est important cette question de sens? Parce que d'un côté, c'est un moteur d'employabilité, en tout cas pour le salarié. C'est important de savoir ce qu'on aime. Comme disait tout à l'heure Sabrina, c'est connaître ces domaines de compétences pour lesquels on est bon et aussi ces domaines d'appétence, ce que j'aime, parce que c'est pas tout de savoir, il faut aussi apprécier ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment très clair. En tout cas, pour moi, c'est très clair. C'est important de savoir ce qu'on aime pour pouvoir aller prétendre sur le marché, parce que quand on aime, on se vend, entre guillemets, plus facilement quand on fait les entretiens d'embauche, que c'est vrai que quand on n'est pas très au clair en ce qu'on aime et ce qu'on sait faire et ce qu'on n'aime pas trop, là, c'est vraiment complexe. C'est aussi un engagement à long terme, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que quand on trouve du sens dans ce qu'on fait, on peut se projeter, on peut se dire, mais moi, je me vois rester encore dans cette entreprise 3, 4, 5, 6 ans parce que je trouve du sens dans ce que je fais et je trouve de la cohérence aussi dans ce que fait l'entreprise. Et donc là, je rejoins ce que dit Sabrina en disant, mais la communication, elle est très importante. Dire de manière continue, en tout cas de manière, on va dire, assez répétée à ses collaborateurs, mais pourquoi on fait ça, vers quoi on tend et comment on le fait. Parce que quand c'est flou, on se pose, les salariés sont en droit et d'ailleurs c'est normal de se poser beaucoup de questions, alors que quand le manager, lui, il explique très clairement, mais voilà l'objectif du service, du département, de notre direction pour les 3-6 prochains mois, voilà en tout cas les résultats attendus et comment on s'y prend pour atteindre ces résultats-là, c'est sûr que ça permet de se projeter. Et quand il y a une insécurité du travail, parce que on parle beaucoup de l'insécurité de l'emploi, c'est-à-dire les salariés saisonniers, ceux qui sont en CDD, qui savent pas si dans 3 mois ils seront encore au sein de l'entreprise. Il y a aussi l'insécurité du travail, c'est-à-dire est-ce que moi, dans 3-4 mois, je vais encore travailler sur ces projets, je vais encore travailler sur ces tâches-là. Donc c'est pour ça qu'il est important à chaque fois de communiquer et donner aussi une vision, on va dire, un peu à court et à moyen terme aux collaborateurs pour qu'ils puissent se projeter. Ça nous permet d'aborder justement comme dit Sabrina, il faut le binôme, en tout cas manager et RH, c'est très important. C'est très important parce que
Ah, Merci. ah, excuse-moi. Oui, donc Parce que tu n'entends pas Josua, donc je me permets de te oui, signaler bien que sûr. voilà. Oui, oui, j'entends pas, donc je te relaisse la parole. Merci Diane. Donc, merci Diane. Effectivement, le troisième défi, comme tu le dis très très bien, c'est vraiment au niveau des RH. Et d'ailleurs, je vais reprendre quelque chose que tu connais très bien, je crois, c'est cette phrase qui dit que la culture du bien-être et puis du bien travailler est à l'entreprise ce que la personnalité est à l'individu. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose du cœur et de la personnification finalement de cette branche-là dans une entreprise qui est les RH. C'est ici toute la mission des ressources humaines de demain. Et cette mission, ils ne pourront pas la porter autrement qu'en étant en complémentarité des managers et notamment des managers de proximité, bien sûr. Donc, premier point, ça va être une bonne collaboration entre managers et RH. Ensuite, évidemment, il s'agira d'avoir des projets d'animation au niveau des RH beaucoup plus qu'aujourd'hui et des projets d'évolution des compétences collectives et individuelles. Alors, comment faire ça? C'est sûr qu'il faut identifier des soft skills, aller au-delà du travail rendu ou du travail attendu et d'aller chercher les pépites en fait dans chacun de vos collaborateurs ou dans les groupes. On l'a vu pendant le Covid, il y a des leaders qui se sont dévoilés. On n'attendait pas du tout ces personnes comme étant des leaders et face à la crise, elles ont dévoilé des compétences de gestion de crise, de calme et de fédération alors qu'on les attendait pas à cet endroit-là. Vous voyez, c'est ces sortes-là de soft skills qu'il va falloir débusquer parce que c'est ce qui va faire du sens au travail, de l'amour au travail, de la durabilité de l'emploi dans vos équipes. C'est un vrai enjeu de garder des collaborateurs dans les années à venir. La mission des RH aussi, elle se jouera, je vais le redire, auprès de la direction pour faire rentrer la culture RSE, bien-être, bien travailler, dont la mixité générationnelle est un enjeu essentiel. Parce qu'on ne pourra pas vider l'entreprise des X, des Y ou des Z. Ils seront tous là. Si vous voulez enlever un tiers ou la moitié des collaborateurs, ça risque d'être compliqué. Donc, il va falloir vraiment travailler sur cette mixité générationnelle. Et quand on parle de mixité générationnelle, en fait, on parle d'une diversité de styles cognitifs de traitement. C'est pas simplement un âge avec j'ai mal au dos ou des choses comme ça. Non, c'est des styles cognitifs, c'est-à-dire une éducation à comment je traite l'information et comment je l'utilise. Et donc ça, c'est comment je m'adapte à un travail et comment je fais un travail. Donc, c'est très riche pour une entreprise et ici, il s'agira donc de jouer un rôle de courroie de transmission pour les RH auprès de la direction pour permettre aux managers d'être beaucoup plus libres dans leur management par rapport à aujourd'hui et non plus centrés sur des chiffres du rendement. Ils doivent être un élément fluide dans une organisation. Il faut que le top management adhère à 100% à cette nouvelle configuration. Donc, je vous engage aussi, je vous suggère, RH, à revoir aussi comment vous accompagnez les contrats d'engagement des collaborateurs, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, plus les projets sont longs, plus vous avez un risque que les collaborateurs partent en cours de route de la structure. Donc, ils vont partir, ils vont venir, ils vont partir, ils vont revenir et puis ils vont repartir. Donc, il faut donc prévoir leur départ en très bons termes et aussi protéger les intérêts de l'entreprise, avoir des objectifs quand même se réaliser et pas avoir cette perte d'efficacité à chaque départ. Donc, engager des collaborateurs sur des séquences de projets, de les garder, de les fidéliser sur des périodes de réalisation de projets, des étapes et accepter ensuite de les laisser partir entre deux étapes en mode hyper flex pour leur permettre ensuite de revenir et vous n'aurez pas le choix, sinon vous êtes tout le temps vous-même dans un sentiment de frustration et de contrainte et voire même peut-être de colère, ce qui ne sera pas du tout productif. Donc, mettre en place des parcours de slasher. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est je fais ça, autre chose, autre chose. Je vais vous donner deux exemples. J'ai connu, moi, un ingénieur qui était aussi formateur, il faisait de la médecine chinoise, vous voyez, c'est très vaste, et manager, auto-entrepreneur. Voilà, ce multicouche, ce millefeuille, ce cerveau 3D. Donc lui était plutôt en cumulatif, mais il y a aussi les parcours slasher en évolutif. Je pense notamment à une chargée de mission études biochimie pure, laboratoire. Elle sort des études, elle va dans un laboratoire. Et dans cette entreprise, en fait, dans un groupe de travail, elle travaille avec des RH. Et puis finalement, 6 mois après, vous voyez, 6 mois après, elle devient manager RH. Et puis, un an après, elle sera manager terrain. Et aujourd'hui, elle est RQHSE.
voilà, dans la même entreprise. Donc, il y a vraiment des parcours évolutifs. Alors, forcément, il faut remplacer le poste qu'elle libère, etc., hyper flex, mais de garder du potentiel, de nourrir le potentiel et de garder un pouvoir d'attraction et de faire de votre marque entreprise une marque attractive. Proposer des actions collectives concrètes aussi dans un environnement beaucoup plus large, intégré de la part de l'entreprise dans un écosystème élargi. Je m'explique, c'est un peu fou comme ça parce que c'est vraiment l'enjeu de demain. C'est par exemple avoir des jardins potagers partagés sur le toit. Ça, les aides, ils vont adorer. C'est pour ça qu'ils vont venir travailler chez vous. Ils vont s'associer par exemple à des initiatives de type La Ruche qui dit oui, pour ceux qui connaissent, mais ça peut être autre chose, ou créer des liaisons culturelles, éducatives avec le territoire, les mairies, etc. Enfin, vraiment avoir une empreinte sociale, économique beaucoup plus large, avoir une politique de gestion de l'énergie. Alors ça, c'est dès aujourd'hui capital. Ça a du sens de travailler dans une entreprise comme ça. L'énergie, l'eau, l'électricité, avoir aussi un vrai questionnement sur le parc automobile, par exemple, ou la mobilité en général, ou encore sur la gestion des déchets. Ça, c'est capital pour les nouvelles générations parce qu'elles aiment travailler dans une entreprise dans laquelle elles se reconnaissent dans des valeurs qui dépassent le monde du travail. Des associations, par exemple, dans une entreprise avec des food trucks santé. Vous voyez, ça se fait. Des entreprises qui mettent en place de la mobilité avec des minibus qui tournent aussi. Ça se fait aussi. Et puis aussi permettre des expériences de management temporaire, par exemple DGFiP, hein, c'est le temps de déclaration des impôts, donc la DGFiP, hyper conservateur, hyper structuré, etc. Donc là, les gens en général, ils sont sur des mobilités internes, etc. Ben, moi, j'accompagne actuellement une manager qui dit plus jamais, je veux redevenir cadre, je veux plus être manager, je veux switcher, mais ça se passe très mal. C'est-à-dire que c'est dénigré, c'est un échec, etc. Ça, c'est une perte de chance. Cette dame, elle va partir, elle va aller travailler pour quelqu'un d'autre. Alors, il faut accéder au management, à l'idée que dans les RH et le management, eh bien, c'est plus une progression linéaire et définitive. C'est plus perçu comme un Graal d'ailleurs. Il faut permettre des allers-retours dans des fonctions de management ou des missions de management, mais toujours en mode réussite. C'est-à-dire, je suis cadre ou technicien, je deviens manager, et puis je redeviens cadre ou technicien, mais en réussite. Voilà, en valorisation. Il faut absolument, et je finirai là-dessus, soigner la sortie des postes. Vous allez être confronté à ça, des allers-retours en permanence. Et il faut soigner la sortie pour pouvoir récupérer, recapitaliser les gens qui sont partis ou revenir avec des expériences d'ailleurs très intéressantes. Ah, je crois qu'on a eu un souci de connexion au niveau de Sabrina. Donc, Diane, je vous laisse peut-être nous expliquer un petit peu cette notion de co-responsabilité en entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez passer la slide suivante, Joshua? Donc, c'est en fait la quête de sens, la notion de sens, c'est vraiment une co-responsabilité. C'est pas que aux salariés, c'est pas qu'au manager, c'est pas qu'à l'entreprise. Slide suivante, peut-être, ouais. Joshua. C'est vraiment. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de dire, mais nous, en tant que salariés, en tant que travailleurs, il est important de savoir ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas. Donc, ça, c'est important d'être au clair avec soi-même. Ça, c'est la première chose. Donc, on est responsable parce que c'est pas le manager qui va donner, qui va savoir qu'est-ce qu'il peut apprécier. Il peut supposer, mais c'est nous au fond de nous-mêmes. C'est vraiment une question très intrinsèque, la question de sens. C'est relatif aussi un peu. C'est lié avec les valeurs. Hein. On a tous nos valeurs. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. On a des valeurs et c'est nous qui connaissons nos valeurs. À côté de ça, le manager, c'est important son rôle. Je me répète un peu. Et en même temps, je trouve que le manager de proximité, c'est vraiment central, en tout cas, au sein de l'entreprise, notamment sur tout ce qui touche la préservation de la santé au travail. Parce que, comme on l'a dit, hein, c'est la question de sens va titiller un peu notre santé, enfin même beaucoup titiller notre santé, la préservation de notre santé mentale au travail. Et donc, le manager, il est important qu'il connaisse, mais qu'est-ce qu'il apprécie, mon collaborateur? Quelle tâche il apprécie? Bien sûr, on ne va pas apprécier à 100% ce qu'on fait au travail. Si moi, je dis toujours à mes patients, si on apprécie à 60,
50%, ce qu'on fait réellement, c'est déjà très, très bien. C'est déjà protecteur pour la santé mentale. Et donc, le manager, il ne faut pas attendre que ce soit les entretiens annuels d'évaluation. Le point avec les collaborateurs, c'est être sur le terrain et de temps en temps lui demander, mais voilà, je t'ai confié tel dossier, tel projet, comment, telle tâche, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Et ça, c'est important de ce côté-là, le rôle du manager de connaître ce qu'apprécient, ce qu'aiment ses collaborateurs et de réajuster et aussi de donner une vision claire sur ce que fait son service ou son unité, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les tâches? Quelles sont les attentes de la direction vis-à-vis de ce que nous, on produit au sein de l'unité, au sein du département, au sein du service? Donc ça, on va dire, c'est un des axes de co-responsabilité. Et bien sûr, il y a les RH et puis la direction. Bon, j'associe pas la direction au RH. Et en même temps, c'est vrai que c'est plus stratégique. Les RH aussi, c'est important de connaître un peu en disant, mais tel salarié, il aimerait bien travailler sur tel projet. Peut-être que nous, on pourrait, dans quelques mois, dans quelques années, le mettre sur tel poste et là-dessus mettre, bien sûr, les moyens nécessaires pour que le collaborateur monte en compétence. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est vrai que moi, de mon temps, moi, j'appartiens à la génération Y. Les mobilités internes, c'était rare. C'était peut-être une fois tous les 5, 6, 7 ans. Aujourd'hui, avec la génération Z, changer de poste, changer de fonction tous les ans, c'est pas du tout quelque chose de rédhibitoire. Et en même temps, c'est pas tout de changer de poste, mais il faut avoir les compétences aussi. On peut avoir les appétences, mais c'est nécessaire d'avoir les compétences. Et là, le rôle, en tout cas, des RH est très important pour mettre en place, en tout cas, toutes les actions qui tendent à répondre aux aspirations. Bien sûr, ils peuvent pas non plus inventer l'eau chaude, mais faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les aspirations et ce que l'entreprise propose. Merci beaucoup Diane. Et donc effectivement, une des clés, ça va être de pouvoir rendre le salarié acteur, et donc en encourageant notamment la collaboration et l'apprentissage mutuel. Ça va être le fait de faciliter les opportunités de collaboration entre les différentes générations, le fait d'encourager les échanges d'expériences et de connaissances, tant dans le sens de la transmission des aînés vers les plus jeunes que dans le sens inverse. Et donc, ça va être important de pouvoir créer ces espaces d'échange collectif. Donc, chez Positive You, on déploie notamment des ateliers ou des conférences, que ce soit sur la communication intergénérationnelle, mais sur un certain nombre de sujets, un certain nombre de thématiques sur lesquelles les générations, les différents collaborateurs vont pouvoir exprimer leur ressenti. Et ça nous permet d'avoir une intelligence collective et de pouvoir à évoquer, de pouvoir améliorer la compréhension entre les différentes générations et donc améliorer la collaboration. Et donc, pour ce faire, 4 actions concrètes, donc c'est aussi bien les ateliers que l'accompagnement et le repositionnement des collaborateurs sur le bilan de compétences, mais aussi des expériences de formation capacitantes et enfin des actions co-créatives. Donc, j'encourage réellement les entreprises à pouvoir favoriser ce dialogue entre les collaborateurs et entre managers et collaborateurs sur ce volet lors d'ateliers ou lors d'espaces d'échange collectifs. Du côté managérial et de la direction, l'enjeu va être de comprendre les différences générationnelles. Donc, le fait que chaque génération puisse avoir des valeurs, et des attitudes et des préférences différentes. Donc, ça va être important de pouvoir comprendre ce volet-là sans forcément enfermer les collaborateurs dans telle génération. Bien sûr, chaque collaborateur peut avoir sa propre perspective et peut avoir une perspective différente de la masse de sa génération. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir effectivement mesurer les attentes des collaborateurs, notamment via des audits, de pouvoir démocratiser, favoriser l'échange inter-managers pour avoir leur retour d'expérience et entre managers et collaborateurs. Et donc, c'est sur ces volets-là où Positive You peut apporter une vraie plus-value, notamment en organisant ce type d'événement. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va mettre un lien dans le chat qui vous permettra effectivement, si vous souhaitez approfondir l'échange, de pouvoir prendre rendez-vous pour qu'on puisse aborder la situation de votre entreprise, pour qu'on puisse évoquer ensemble les différents challenges que vous rencontrez, que ce soit sur le sens au travail ou de manière
plus globale sur la QVT, la santé mentale, les RPS ou les soft skills. Mais ce que je vais faire, c'est qu'avant de conclure, j'aimerais bien rapidement, effectivement, pouvoir prendre quelques questions et pouvoir y répondre. Et bien entendu, les questions auxquelles on n'aura pas eu l'occasion de répondre lors de ce webinaire, on réalisera donc la FAQ qui vous permettra d'avoir un retour détaillé sur l'ensemble de ces questions. Alors, je vais regarder dans le chat si en favori, on a quelques questions qu'on peut prendre. Alors, certains de la génération X sont en train de muter vers la génération Z. Alors, Sabrina, est-ce que vous sentez de répondre à ce volet sur la mutation donc de la génération X, en tout cas pour certains de la génération X vers la génération Z? Alors, la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des X ont des comportements comme des Z? C'est ça? Exactement. Il me semble que c'est ça. C'est le constat que fait Bouchra, c'est que certaines personnes de la génération X se rapprochent plutôt ou tendent à aller vers les comportements de la génération Z. Mais bien sûr. Et puis, il y aura des Z qui seront un peu plus... qui auront besoin d'avoir ce fonctionnement un peu à l'ancienne. Et ça, c'est naturel. Hein. Il n'y a pas non plus de barrière complètement hermétique et étanche entre les générations. Ce sont des tendances, ce sont des globalisations. Et puis, ce sont des environnements d'éducation aussi. Hein. Les Z sont complètement hyper connectés. Ils grandissent avec des outils Internet, etc., des applis. Les élèves à l'école font déjà des cours avec des tableaux connectés. Bientôt, ils auront le masque pour faire des cours. Donc, c'est une autre approche, en fait, de leur univers. Et ça fait des compétences qui sont complètement intégrées. Donc, c'est des grandes tendances. Mais effectivement, on a des X qui sont geeks, quoi. Et dans leur mentalité aussi, ils peuvent aussi avoir et ils sont très soulagés, d'ailleurs, de fonctionner aujourd'hui, d'être reconnus à avoir ce fonctionnement un peu plus Z, parce que ils étaient aussi parfois en souffrance, hein, parce que peu nombreux, peu reconnus à fonctionner comme ça, avec beaucoup plus un esprit arborescent. Super, merci pour ces précisions. Alors, il y a Marine qui nous demande où se former à la communication non violente. Alors, Massou, vous pouvez vous former avec Positive You, tout simplement, que ce soit en collectif, via les ateliers ou les conférences, ou en individuel, via le coaching qu'on va pouvoir déployer également. Et donc, je crois qu'il est bientôt midi. Ce que je vous propose, c'est qu'on répondra effectivement aux autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre lors de ce webinaire, dans la FAQ qui vous sera adressée à la suite du webinaire. Vous avez accès également aux coordonnées si vous souhaitez nous contacter directement, que ce soit par téléphone ou par email. Et je vous remercie. Je remercie particulièrement Sabrina, je remercie particulièrement Diane pour leur expertise et pour l'apport à ce webinaire, qui, je pense, a été très riche en informations. Et merci à tous les participants de nous avoir suivis. On vous fait suivre tous les éléments par email, et n'hésitez pas à prendre contact avec nous également si vous le souhaitez. Oui. Merci à toutes bon courage à vous. et à tous. Merci. À bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires également. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.